Gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche. J'ai vu tout de suite, Alain de Benoît, que le regard est perçant. Vous êtes d'une audace folle. Vous offrez l'anthologie des idées contemporaines. Alors ces idées, on peut les rencontrer, on peut en faire le tour, n'est-ce pas un peu approximatif? On peut essayer d'en faire le tour, bien entendu. Je crois que c'est une nécessité à une époque où le mouvement des idées se développe à une vitesse extraordinaire, où les connaissances scientifiques vont extrêmement vite. Je crois qu'il est nécessaire d'essayer d'en faire le tour. Alors justement, vous dites vue de droite, et c'est très nouveau, car jusqu'à présent, la mode était plutôt à gauche. Vous ne craignez pas de dire je suis à l'homme de droite, vous ne craignez pas de faire le tour de ce côté-là en prenant ce virage, et vous êtes, je dois le dire, à un point d'observation qui me paraît important, et vous offrez une véritable Bible. Alors je voudrais savoir comment vous avez travaillé. Il y a combien vues de droite? C'est à peu près 600 pages. À peu près, oui, 630. 630 pages que vous avez comme ça assuré seul. Que j'ai assuré seul à partir d'un certain nombre de textes que j'avais publiés antérieurement dans différentes publications. Vous disiez la mode, généralement, est d'un autre côté. Eh bien, la mode, par définition, est quelque chose de changeant. Et je crois que la mode, actuellement, change peut-être dans une direction qui est plus proche de mes positions. Je suis un homme de droite. Disons que dans l'introduction de mon livre, j'essaye d'expliquer que je suis à droite plus que de droite. Et vous savez, la fameuse boutade selon laquelle l'homme de droite est toujours celui qui ne veut pas se dire à droite. Alors si je dis, moi, je suis à droite, est-ce que j'en suis? C'est vrai, j'ai été affirmatif, j'ai dit Alain de Benoît est un homme de droite. Alors là, peut-être, suis-je allé un peu trop loin. Parce que c'est vrai, les gens de droite n'osent pas le dire, ne le disent pas, comme s'ils avaient des complexes. Alors y a-t-il encore des hommes de droite? Bien sûr, il y a des hommes de droite. Il suffit de se référer à toutes les enquêtes qui ont pu être faites pour s'apercevoir à quel point les hommes, lorsqu'on les interroge en dehors des manifestations publiques, n'hésitent pas à se dire de droite. C'est d'ailleurs un simple problème de géométrie politique. S'il y a une gauche, il y a nécessairement une droite, parce que sans ça, s'il n'y a pas de droite, la gauche n'existe pas en tant que telle. Alors parlons d'abord du personnage, car si l'on veut aller aux idées, il faut savoir comment on y va. Vous avez 34 ans, vous avez suivi des études de lettres, de philosophie et d'histoire, vous êtes journaliste. Vous avez une revue, vous animez la revue Nouvelle École, et vous donnez un reflet critique, et vous l'avez toujours donné d'ailleurs, des idées contemporaines. Alors, Alain de Benoît, c'est un nom qui vient d'où? C'est un héritage? Même les idées que vous pouvez avoir, sont-elles héréditaires? Non, dans mon cas, je ne crois pas du tout qu'elles soient héréditaires. J'ai une famille qui se répartit de façon très moyenne entre personnes de droite et personnes de gauche. J'ai commencé à m'intéresser au journalisme, j'avais 15 ans, c'est donc il y a déjà assez longtemps. Pourquoi est-ce que je me suis dirigé vers la droite? Je crois que c'est très difficile à dire et lorsqu'on regarde derrière soi, on est toujours tenté finalement de reconstruire d'une façon un petit peu artificielle son itinéraire. Je crois que ce qui m'est apparu, c'est que la droite était encore le meilleur moyen d'être ailleurs, le meilleur moyen de ne pas tomber dans les idéologies à la mode, de ne pas tomber dans les déterminismes à la mode. Tout à l'heure, vous disiez la mode est à gauche. Bien justement, je n'ai pas voulu être à la mode. Alors justement, vous dites, et vous entrez peut-être dans un autre système, je suis ailleurs. Alors quel est cet ailleurs? Est-ce le centre? Non. Vous je dirais pas être au centre. Non, ce n'est pas du tout une question de centre. Je crois qu'il faut s'évader de toutes ces conventions, de tous ces termes. Au centre de la droite, au centre de la gauche. Nous sommes actuellement dans un univers politique avec des étiquettes et je crois qu'on a le droit de refuser. On a le droit de refuser ces étiquettes et je crois que tout ce qui actuellement remet en cause ces étiquettes est une bonne chose. La droite, ailleurs, tout ça, ce sont un petit peu des termes. Il est certain que lorsque je regarde tout ce qui s'est passé avant moi, lorsque je regarde tout l'héritage politique des différentes familles politiques actuelles, je ne me reconnais pas, bien sûr, dans tout ce qui a été la droite. Et mon désir est en quelque sorte de créer une nouvelle droite. D'ailleurs, dans ce livre, où je fais une critique de la gauche sur le plan des idées, ou de ce qu'on appelle conventionnellement la gauche et l'extrême gauche, je fais également une critique très dure, très forte, de ce qu'on appelle conventionnellement la droite. Je fais apparaître notamment que la droite est restée très longtemps aveugle devant les développements des idées, qu'elle est restée muette également, et par conséquent, elle est encore muette, et elle l'est toujours. Et je crois que l'une des grandes causes de son absence, c'est cette espèce de non-dit de son discours, le fait qu'elle se situe perpétuellement sur le terrain de son adversaire, en quelque sorte, et qu'elle ne veut pas assumer des positions qui pourraient être les siennes. Alain de Benoît, je vous demandais à l'instant si les idées... Ces idées-là étaient héréditaires. Il est important de savoir ce que faisaient vos parents ou ce qu'ils font pour savoir un peu comment elles se perpétuent. Car, nous le savons, beaucoup d'enfants de bourgeois, de grands bourgeois, sont passés de quelle manière à gauche. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est d'ailleurs, presque par réaction. C'est d'ailleurs la règle générale, n'est-ce pas?
du côté de ma mère, il y a beaucoup d'ouvriers et de paysans, et quant à mon père, il était représentant en parfumerie. Vous voyez que ça nous mène assez loin du mouvement des idées. Mais alors, Alain de Benoîston, c'est votre nom? C'est mon nom. C'est une aristocratie? C'est une aristocratie du nord de la France, oui. Alors, vous refusez tout dogmatisme idéologique, mais on peut se poser la question, qui a raison? Je crois que pour savoir qui a raison, d'abord, vous savez, personne n'a raison d'une façon absolue. Je crois qu'on a toujours raison par rapport à une situation donnée, par rapport à des circonstances, par rapport à un devenir historique qui est lui-même complètement en évolution. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que certaines idées, certains thèmes idéologiques ne cessent, lorsqu'on les regarde un petit peu sur le long terme, de passer de droite à gauche ou de gauche à droite. L'idéologie progressiste, l'adulation de la science était quelque chose qui, avant la guerre, passait pour être à gauche. Et aujourd'hui, on voit un homme comme Maurice Clavel dire le progrès comme idéologie est passé du côté de la bourgeoisie. Et puis, on voit les écologistes prêcher un retour à la nature dans des termes qui ne sont pas tellement éloignés de ce qu'était l'idéologie du mouvement fasciste d'avant-guerre. Donc, il y a un chassé-croisé, et précisément dans mon livre, ce que j'ai voulu, c'est montrer l'itinéraire, parfois très surprenant, très paradoxal, de toutes ces idées. Mais comment êtes-vous arrivé à offrir une somme comme celle-là? Parce que c'est un véritable travail de bénédictin, vous analysez toutes les idées contemporaines, vous faites le total de tout ce qui a été dit et pensé, et on peut imaginer que vous êtes entouré de milliers de livres, et je crois savoir que vous travaillez dans votre bibliothèque personnelle. Oui, je travaille dans une bibliothèque d'une trentaine de milliers de livres, mais enfin disons que c'est quelque chose... Constituée par qui, cette bibliothèque? Constituée par moi seul. Au cours de combien d'années? Au cours d'une quinzaine d'années, disons. Vous êtes arrivé à 30 000 livres. Je suis arrivé à 30 000 livres, sans doute un peu plus d'ailleurs. Alors pour cette somme, vous avez compulsé combien d'ouvrages? J'ai compulsé beaucoup d'ouvrages. Disons qu'il peut paraître assez prétentieux, si vous voulez, de toucher un petit peu à tout. Il y a un très grand risque, dont je suis parfaitement conscient, c'est qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, et par conséquent on s'expose à dire des choses relativement superficielles dans un certain nombre de domaines. Néanmoins, je crois d'abord qu'il y a chez moi un penchant naturel vers une curiosité dirigée dans le plus de sens possible. Deuxièmement, je crois que nous vivons à une époque de très grande spécialisation, et pour reprendre une expression de Jules Monroe, je dirais que nous avons besoin de plus en plus de coordinateurs synthéticiens, c'est-à-dire de gens qui veillent au carrefour, qui regardent au carrefour, et qui voient toutes ces connaissances qui naissent de la confrontation de sciences, de disciplines, de domaines d'études, qui généralement sont séparés. Et puis, il faut dire enfin, pour conclure sur ce point, que nous sommes à une époque où il apparaît de plus en plus clairement à quel point tous les problèmes sont liés. À quel point des découvertes dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la microphysique, dans le domaine de l'historiographie, etc., éclairent finalement la vie sociale, la vie quotidienne, la vie politique de tous les jours. Comment a été accueilli ce travail? D'abord, certains ont-ils pensé qu'on pouvait dire je suis de droite comme vous le dites, ou je suis à droite, ou je parle de la droite par rapport à la gauche? Vous savez, je me suis beaucoup interrogé lorsque j'ai voulu déterminer le titre de ce livre. Et je dois avouer que j'ai eu une certaine réticence devant l'emploi du mot droite, encore une fois parce que... Je crois que le mot vu est plus important. Parce que le mot vu est beaucoup plus important. C'est un regard. C'est un livre qui se veut d'abord un regard sur les choses. Et je prends le mot droite pour indiquer le plus clairement possible que ce regard n'était pas porté du point de vue qui aujourd'hui, disons, semble prédominer et être un peu l'idéologie dominante. C'est un regard sur les choses, c'est un regard sur tout ce qui se passe de nouveau dans le monde, et d'un point de vue critique, d'un point de vue, je l'espère, très non conformiste. Vous avez parlé de votre travail avec des hommes de gauche qui vous Oui, ont j'ai eu lu. l'occasion. Vous me demandiez comment le livre a été accueilli. Il a été accueilli d'abord avec curiosité. Vous connaissez bien sûr, comme tout le monde, le mot de Guy Mollet, la France possède la droite la plus bête du monde. Je voudrais dire que dans une certaine mesure, c'est tout à fait exact. Et l'objet de ce livre, c'est justement que ces choses-là soient un peu amenées à changer. Il a été accueilli avec curiosité parce que l'association du mot droite et d'un gros livre de plus de 600 pages, qui était un livre d'idées, qui demandait, disons, que le lecteur fasse un petit effort, pas très grand, mais enfin quand même, pour rentrer dans l'ouvrage, pour rentrer dans le système de pensée, pour rentrer dans la vue du monde qui s'y exprimait, ça a beaucoup surpris. Il y avait un côté un petit peu provocateur dans le titre, je l'ai choisi très, très consciemment pour cela. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir non seulement des réactions favorables d'une clientèle naturelle de l'ouvrage, mais des réactions curieuses et de curiosité sympathique de la part d'hommes de gauche. Je dois dire que c'est une des choses qui peut-être m'a le plus
plus touchés. Un homme comme Jean-Pierre Chevènement, par exemple, porte-parole du CRS, m'écrivait il n'y a pas très longtemps, il est en train de naître une nouvelle droite comme il naît une nouvelle gauche, et c'est là-dessus que vont se situer les discussions futures. Je crois que c'est extrêmement important. Je crois fondamentalement que nous sommes sortis, il n'y a pas très longtemps, de l'après-guerre. Les problèmes entre 1945 et, disons, grosso modo, 1965, étaient des problèmes plus ou moins résiduels, c'est-à-dire que c'était des problèmes qui étaient impliqués par les événements de la guerre. Et puis depuis 65, 68 peut-être, et peut-être que les barricades de 68 ont marqué une césure, on est rentré dans une problématique tout à fait différente. Je suis convaincu que les lignes de force, les lignes de partage, les grands problèmes sur lesquels les hommes vont s'affronter dans les années 80 sont sans aucune mesure avec ce que l'on a vu au lendemain immédiat de la guerre, et qu'il va nécessairement, en dehors de ce qui constitue aujourd'hui traditionnellement la droite et la gauche, se créer une nouvelle droite et se créer une nouvelle gauche. Alain de Benoît, ça ne fait aucun doute, nous avons là devant nous une étude sociologique, il s'agit également d'un essai philosophique, mais on pourrait penser, puisque les élections ne sont pas si loin, qu'il y a essai politique. Est-ce la peur d'une victoire à gauche qui vous a fait écrire cette Non, somme? alors là, vraiment pas, et je dois dire que vous remarquez tout à l'heure que c'était un gros livre, c'est un gros livre qui a donc été entamé il y a très longtemps. Il y a combien de temps? Oh, c'est un livre, je ne l'ai pas écrit d'une traite parce que j'ai mis autre chose à faire, mais disons que j'y ai travaillé un petit peu plus de 2 ans. Donc à une époque où l'échéance électorale était très lointaine, et je veux dire que personnellement j'éprouve une très grande distance et un très grand mépris, même je peux le dire, vis-à-vis de la politique politicienne. Cela ne m'intéresse pas beaucoup de savoir ce qui va se passer en mars 78 pour une raison très simple, c'est que quelle que soit l'issue du scrutin, je crois que les choses ne seront vraisemblablement que très peu changé, que la majorité l'emporte, que la gauche l'emporte, on restera dans un rapport de force du type 48-52, 49-51, etc. Et je crois que c'est une chose qui est très mauvaise. Vous êtes lucide ou pessimiste? Vous savez, la lucidité, c'est bien souvent le pessimisme. Mais pour moi, le pessimisme ne se confond pas nécessairement avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Je crois que nous sommes actuellement dans une situation bloquée. Nous avons la perspective d'une social-démocratie avec un centre droit, ou d'une social-démocratie avec un centre-gauche, mais quelle que soit la solution choisie, on reste dans la même problématique, et c'est cette problématique que j'ai voulu briser. J'ai cru comprendre, Alain de Benoît, que si vous n'aviez pas écrit comme vous l'avez fait sur la droite, vous auriez été le membre parfait du CRS auprès de Jean-Pierre Chevènement pour une autre gauche. Ça, c'est Jean-Pierre Chevènement qui pourrait répondre sur ce point. Mais disons vous pouvez en parler vous aussi. J'écris une chose dans la préface. Je dis, j'ai appelé ce livre aujourd'hui Vue de droite, mais je crois qu'à une autre époque, passé au futur, j'aurais très bien pu l'appeler Vue de gauche. Ce ne sont pas mes idées qui auraient changé, mais c'est la perspective politique, c'est la problématique actuelle, c'est le paysage politique qui aurait changé. Alors prenons maintenant la droite, puisque c'est de la droite qu'il s'agit. Cette droite française est-elle infirme? Elle est infirme dans une très grande mesure. Pourquoi ? Parce qu'elle est restée, comme je le disais tout à l'heure, muette sur les développements politiques. Plus exactement, les développements scientifiques, je veux dire. Plus exactement, je crois que l'un des grands mérites, l'une des très grandes forces de ce qu'on appelle aujourd'hui conventionnellement, peut-être la gauche ou l'extrême gauche, c'est d'avoir compris que tout était lié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de domaine neutre. Vous connaissez toutes les théories du structuralisme et autres qui ont au moins, en dehors d'aspects très critiquables, ce fond de vérité, qu'une société, c'est une structure sociale dans laquelle on ne peut pas bouger un pion sans modifier par le sens même, par le fait même, la signification et la place de tous les autres pions. Eh bien, je crois que la gauche l'a compris très vite. Elle a compris que, comme le disait le théoricien marxiste italien Gramsci, en marge du pouvoir politique, il y a un autre pouvoir qui est le pouvoir culturel. C'est-à-dire que lorsque on projette, lorsque l'on représente un certain nombre de valeurs, un certain nombre de thèmes non directement politiques, dans les spectacles, dans la mode, dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans le cinéma, la radio, le théâtre, etc., eh bien on fait une œuvre qui, un jour ou l'autre, aura des prolongements politiques. C'est-à-dire qu'il y a une majorité parlementaire et il y a une majorité idéologique. Et la situation actuelle de la France le montre très bien. Nous sommes dans un pays où la gauche représente l'opposition politique, mais où elle est dominante, largement dominante et majoritaire, sur le plan idéologique. Peut-on imaginer que le pouvoir culturel l'emportera un jour sur le pouvoir politique ? Le pouvoir culturel ne l'emporte jamais en tant que tel, mais le pouvoir culturel rend les mentalités, c'est-à-dire la somme de la raison et de la sensibilité d'une époque, compatibles avec un message politique. Je crois que les progrès récents de la gauche ou de l'extrême gauche en France ne s'expliquent pas tant
par le fait que soudainement ces fractions de l'opinion se seraient dotées de leaders, de thèmes tout à fait remarquables ou plus particulièrement éminents, mais simplement parce que la mentalité de l'époque a évolué sous l'effet de ce pouvoir culturel et a été rendue compatible avec un message politique. Vous avez étudié, Alain de Benoît, les directions prises par les hommes. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'idée du monde que propose la gauche vont où en ce moment ? Vous savez, la diversité étant le fait principal de l'humanité, ils vont nécessairement dans des routes différentes. Les uns rentrent chez eux, les autres essayent de participer plus ou moins bien à l'activité politique avec les cartes qui leur sont données et qu'ils ne peuvent pas toujours créer eux-mêmes. Et puis un certain nombre, je dois dire, sont relativement malheureux, c'est-à-dire ne savent pas très bien de quel côté se tourner, en viennent à choisir le moindre mal et se demandent finalement quelle peut être l'orientation du sens qu'ils essayent de donner à la vie. Il y a un refus de l'idéologie égalitaire. Alors il faudrait s'entendre sur le mot égalité, comment il est entendu à droite, comment il est entendu à gauche, et comment il doit être conjugué. Oui. Si l'on prend par exemple, vous savez qu'on a donné des définitions très variées et très nombreuses de ce que sont la droite et la gauche. C'est un pont aux ânes de la politologie moderne. Et on a fait des études très savantes pour distinguer dans chaque famille d'esprit quelles en étaient les principales composantes. J'ai voulu situer mon analyse essentiellement au niveau des attitudes mentales, plus que des attitudes proprement politiques. Je crois qu'il y a deux grandes attitudes mentales. L'une qui consiste à considérer la diversité du monde, à considérer que nous sommes tous profondément différents et par conséquent nécessairement inégaux dans quelques domaines, d'inégalité relative bien sûr, les uns par rapport aux autres, et que cela est un bien. Que si nous allions vers une société plus homogène, une société plus égalitaire, une société où nous serions petit à petit dans un monde très gris, un monde où tout comme un tas de sable où tous les grains se ressemblent, eh bien nous serions de plus en plus malheureux. Et puis il y a au contraire une autre façon d'envisager le monde qui considère que la justice passe non pas du tout par l'octroi à chacun de ce qu'il mérite, en fonction de ses caractéristiques propres, mais d'une sorte de traitement égal, égalitaire pour tout le monde, une société plus homogène, une sorte de société qui finit bien souvent, d'ailleurs nous le savons maintenant, par le totalitarisme, et qui dans tous les cas donne une vision du monde, je trouve, extrêmement peu stimulante, parce que un paysage entièrement plat, dans lequel il n'y a pas des pics et des vallées, et des hauts et des bas, dans lequel on ne peut pas chercher à être mieux qu'un autre, on ne peut pas chercher à s'égaler à quelqu'un d'autre, est un paysage profondément désespérant. Alors je crois que l'attitude de la droite ou de la nouvelle droite, telle que je la décris dans mon livre, c'est essentiellement ce désir, en même temps, cette claire conscience d'aller vers la diversité, de reconnaître la diversité, de reconnaître que chaque homme, chaque peuple, chaque race, chaque ethnie, chaque culture, chaque région est irremplaçable et que c'est cette diversité qui fait la richesse de l'humanité. D'une manière très sûre, au fond de votre cœur, pour qui avez-vous de l'admiration? Pour les gens de droite ou pour les gens de gauche? J'ai de l'admiration pour les gens qui s'engagent, j'ai de l'admiration pour les gens qui font quelque chose. Quel que soit l'engagement. Oui, et ça je crois justement en disant cela que je mets l'accent et je mets le doigt peut-être sur un trait qui est fondamentalement caractéristique de la droite, c'est-à-dire l'idée que le style a une importance considérable, que le style c'est l'homme, pour reprendre une expression, que la façon dont on soutient ces idées est au moins aussi importante que les idées elles-mêmes que l'on défend. Une éthique. Je crois que c'est plus qu'une éthique, c'est une attitude devant la vie. Alors tout à l'heure vous disiez, et vous avanciez la phrase, la droite la plus bête du monde. Il y a également tous les mots qui s'accrochent à la droite. Réactionnaire, conservatrice. Bien sûr. Ce sont des mots exacts? Ce sont des mots qui, à certains moments de l'histoire, peuvent être exacts, bien sûr, comme les mots critiques qui s'attachent à la gauche, totalitaire, réductionniste, égalitaire, peuvent aussi être exacts, et ne le sont pas toujours. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui schématise les choses. J'ai horreur de cette espèce de dogmatisme, d'extrémisme qui consiste à considérer que l'adversaire est un diable, en quelque sorte. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de diable, ni ici ni ailleurs, d'ailleurs, sans doute. Je crois au contraire qu'il y a partout des gens qui essayent au mieux de leur possibilité de trouver la raison et de leur existence, qui essaient de trouver un sens à leur vie. Finalement, vous savez, toutes les idéologies, toutes les religions, toutes les politiques tournent autour de ce problème, et c'est le problème, c'est de savoir ce que nous faisons sur cette terre, c'est de savoir ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, quel est le sens que nous pouvons donner à notre existence. Vous posez une série étonnante de questions dans votre livre. Ce sont sûrement des questions qui viennent de toutes les lectures que vous avez pu assumer
Par exemple, à un certain moment, vous vous demandez si l'intelligence est héréditaire, ce qui pourrait expliquer bien des choses, ce qui pourrait, sur un plan égalitaire, alors changer Oui, elle est très vraisemblablement égalitaire, mais une fois qu'on a dit cela, il faut aller plus loin. Il faut s'apercevoir que reconnaître le rôle de la biologie, par exemple, dans la détermination de l'individu, ce n'est pas plaider pour une sorte de société figée, de société méritocratique, où il y aurait en quelque sorte des lignées meilleures que les autres, qui se reproduiraient, qui se perpétueraient sans cesse. Lorsque l'on voit, par exemple, qu'est-ce que la biologie peut avoir à nous dire, eh bien, elle nous dit effectivement que nos grandes pulsions, nos grandes attitudes mentales sont en très grande partie déterminées héréditairement. Mais elle nous dit aussi qu'il y a réduction à la moyenne. Prenons par exemple le fait de la détermination génétique de l'intelligence, qui est un sujet dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. C'est un problème qui est très intéressant. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'effectivement, et nous avons maintenant toute une série de documents impressionnants qui nous justifient dans cette vue, on voit que l'intelligence a une composante génétique réelle, certaine, non pas sous la forme d'un déterminisme absolu, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout de dire que le milieu ne peut pas jouer, mais sous la forme d'une prédisposition, d'une virtualité, d'une potentialité qui peut ou qui ne peut pas se mettre en œuvre. Bien. Donc, en fonction de cette loi, des parents qui vont être plus intelligents que la moyenne auront également tendance à avoir des enfants plus intelligents que la moyenne. Mais, et c'est ce mais qui est très intéressant, avec une décote. C'est-à-dire que les enfants seront plus intelligents que la moyenne, mais plus proches néanmoins de la moyenne, et qu'à l'inverse, au plus bas de l'échelle, les parents qui ont une intelligence très inférieure à la moyenne auront aussi des enfants d'une intelligence plutôt inférieure à la moyenne, mais déjà moins inférieure que la leur. Alors si l'on projette cela sur plusieurs générations, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bien que là aussi, il y a un chassé-croisé. Là aussi, il y a nécessité de la circulation des élites. Là aussi, il y a nécessité d'une société ouverte, d'une société complexe. Dans mon livre, je pose effectivement un certain nombre de questions. Et pourquoi est-ce que je les pose? Eh bien, je les pose essentiellement parce que je crois que rien n'est constitué d'une façon définitive, que tout devient et que les systèmes de pensée valides, les systèmes qui ont une certaine prégnance sur leur époque, sont des systèmes ouverts. Ce ne sont pas des systèmes fermés, ce ne sont pas des systèmes clos. Vous savez qu'en physique, on distingue les systèmes clos et les systèmes ouverts. Je crois qu'une conception du monde valide est nécessairement une conception du monde ouverte, non pas du tout ouverte à tous les vents, c'est-à-dire qui s'incorporerait n'importe quelle idée bizarre ou exotique qui flotterait dans l'air du temps, mais qui au contraire pourrait tenir compte des acquis nouveaux, de la science, de la connaissance, du développement des idées, pour y trouver une sorte de perpétuelle confrontation vis-à-vis d'elle-même. On a l'impression, Alain Benoît, que vous êtes intéressé à toutes les disciplines. Vous parlez de biologie comme si vous étiez biologiste, vous connaissez la littérature, vous êtes attentif à la philosophie, et vous êtes passé par le journalisme à un certain moment. Peut-être a-t-il fallu pour vous faire le point, ça n'était pas l'enseignement qui était votre raison de vivre ? De porter aux autres. Peut-être dans une certaine mesure, ça peut expliquer le caractère relativement pédagogique de mon discours, bien souvent. J'ai fait une carrière très, très littéraire sur le plan scolaire. J'ai fait ce qu'on appelait autrefois les humanités classiques, le grec, le latin et toutes ces choses-là. J'ai été très, très médiocre et plus que médiocre dans les domaines scientifiques. Et puis, je suis arrivé en classe de philosophie. La philosophie m'a introduit à la logique. La logique m'a introduit à des choses comme la logique formelle, la logique modale, la logique symbolique, qui m'ont, à ce moment-là, ouvert les yeux sur les mathématiques. Les mathématiques m'ont ouvert les yeux sur les sciences, et puis comme ça, de proche en proche, je suis arrivé à des domaines très différents. Et vous le disiez tout à l'heure, vous avez une bibliothèque de 30 000 volumes. On pourrait dire que vous êtes un rat de bibliothèque, mais je crois que vous vous déplacez dans cette bibliothèque plutôt comme un soldat, c'est-à-dire attiré par les livres. Je préfère être un guerrier de bibliothèque plutôt qu'un rat de bibliothèque, c'est évident. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas tellement tenir compte de l'importance de la bibliothèque. Tout dépend. Elle vous a aidé dans elle m'a cette aidé, affaire. bien sûr. Mais le livre était impossible, autrement. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas inventer les acquis des sciences sur lesquels on essaye de développer un discours, c'est évident. Mais les livres, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. C'est les idées que la confrontation avec les autres idées contenues dans les livres fait naître chez vous. Une bibliothèque, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse, bien entendu. On pourrait passer son temps à développer une sorte de délectation morose dans des rayons de bibliothèque. Pour moi, c'est un outil, rien d'autre. Ayant appris tout cela, ayant analysé toutes ces cultures, comment regardez-vous et comment jugez-vous le discours politique des hommes politiques? Je le juge essentiellement comme le recueil de beaucoup de propos très vides. Je suis très étonné que les politiciens, quels qu'ils soient, de la majorité, de l'opposition, soient aussi spécialisés, qu'ils soient aussi peu ouverts sur le mouvement des idées, qu'ils tiennent si peu compte des acquis de la science.
Il me semble qu'il y a un grand travail d'épuration, un grand travail de mise en forme, un grand travail vers plus de rigueur dans le discours politique. Mais vous ne pensez pas que la politique demande à ceux qui la pratiquent d'aller vite ? Mais justement, on ne va pas vite, on va au contraire très lentement. On met un temps extraordinaire à redécouvrir des vérités premières. Je pense que si les politiciens avaient l'esprit plus ouvert sur ce qui se passe autour d'eux, s'ils tenaient compte d'une façon qui ne soit pas démagogique et électorale des découvertes qui sont faites à l'heure actuelle, ils ne tiendraient pas souvent des propos qui sont des banalités complètement vides de sens. Ils ne se baigneraient pas dans ce qu'on a pu appeler la volupté des mots et le culte du vide. Vous ne pourriez pas entrer dans un combat politique, vous ne pourriez pas à votre tour tenter la députation ou le... Disons que par tempérament, je ne suis pas du tout tenté par ce genre de choses. Je crois qu'il y a des moments où il faut s'engager. On ne peut pas rester en arrière. Vous êtes engagé, là. On tombe dans le péché d'intellectualisme ou d'angélisme. Je crois que tout pays, tout peuple, à un certain moment, connaît des circonstances exceptionnelles dans lesquelles on n'a pas le droit, lorsqu'on dispose de la moindre influence sur l'opinion publique, de rester neutre. Lorsque je vois les circonstances très très dures que notre pays, notre culture, notre histoire ont pu connaître, je ne sais pas, parce que c'est très difficile, vous le savez bien, de savoir qu'est-ce que l'on aurait fait. C'est très facile de réécrire l'histoire au jeu par la suite. On peut toujours dire à telle époque, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, mais en réalité, il est vraisemblable qu'on aurait fait tout autre chose, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas en main toutes les données du jeu. Mais je crois qu'au moins, j'aurais pris un engagement. Je crois qu'il n'est pas dans mon tempérament de rester attentiste, de rester en arrière et de ne pas me déterminer, d'essayer de me déterminer au mieux de mes possibilités par rapport à un événement donné. Mais ce livre doit être jugé quand même comme un livre politique. Il le sera. Il le sera, il doit l'être dans la mesure où tout est politique. C'est évident. Mais je crois qu'il est d'abord un livre métapolitique. C'est-à-dire que par rapport au débat politique, par rapport à la science politique, il essaie avant tout de montrer en quoi cette science et ce débat sont dans la dépendance de ce qui n'est pas directement politique. Et c'est cette articulation entre le politique et le métapolitique que j'essaye de mettre au jour, au bénéfice, je l'espère, d'une famille d'esprit qui ne l'a pas toujours compris. La droite et la gauche qui charrient des idées contraires, peuvent-elles s'entendre un jour sur un humanisme ? Mais tout dépendra des critères que l'on prendra pour cet humanisme. Quand on parle d'humanisme, vous savez, on peut très facilement se donner une bonne conscience. Et je crois que la bonne conscience est un travers dans lequel on tombe beaucoup aujourd'hui. Il est très facile de dire j'aime l'humanité, je vis en symbiose avec les problèmes humains, j'aime l'homme, j'adore l'homme. Mais quand on aime tout le monde, vous savez très bien qu'on n'aime personne. On aime les gens dans la proportion où on sait aussi ne pas les aimer. Parce que les raisons d'aimer et de ne pas aimer, en dernière analyse, ce sont bien souvent les mêmes. Donc un humanisme, parler d'un humanisme, c'est toujours poser le problème des critères de cet humanisme. Alors il est certain que des hommes de bonne foi peuvent s'entendre en fonction de certains problèmes et que les familles politiques ne sont pas perpétuellement figées par des sortes de canaux souterrains. Et je crois d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, il s'en ébauche. Il se noue des affinités subtiles, il se noue des ententes très curieuses et très intéressantes. Heureusement d'ailleurs, parce que sans ça, l'histoire en quelque sorte serait terminée. Nous serions déjà sortis de l'histoire, ce qui pour moi serait le pire des maux qui pourraient nous survenir. Mais par ailleurs, les hommes étant fondamentalement divers, de la diversité de leurs aspirations naîtra toujours une certaine diversité de systèmes, une certaine diversité de pensées, et je crois que c'est une bonne chose. Je crois que dès l'instant où tous les hommes seraient d'accord sur tout, c'est qu'ils seraient d'accord sur rien et qu'il n'y aurait plus rien sur lequel ils puissent jamais être d'accord. Alain Benoît, on parlait à l'instant des étiquettes, alors on pourrait continuer, la majorité est-elle à droite, les radicaux de gauche sont-ils à gauche ? Je crois que les problèmes ne se posent pas du tout dans ces termes-là. Nous sommes, je le disais tout à l'heure, dans une société bloquée. Nous sommes au sein d'une problématique qui est une problématique essentiellement économisante, c'est-à-dire qui considère que toute la finalité sociale doit se réduire à une perspective économique. Et je trouve que c'est une chose extrêmement inquiétante. Vous avez d'un côté une majorité qui dit que pour parvenir au bien-être commun, pour parvenir à un plus grand pouvoir d'achat, il convient d'appliquer telle ou telle solution économique. Et puis une gauche qui, en face de cela, va proposer d'autres méthodes, le recours en nationalisation, une économie plus encadrée, etc. Mais sur les finalités, en somme, tout le monde est d'accord. Il s'agit toujours que l'on ouvre le catalogue des propositions de la majorité
ou que l'on ouvre le programme commun, il s'agit toujours de la retraite vieillesse, il s'agit toujours du SMIC, du pouvoir d'achat, de ceci et de cela, toutes choses dont je ne méconnais pas, bien sûr, l'importance, mais dont il me paraît extrêmement grave de ramener toute la finalité sociale à cela. Et d'ailleurs, depuis 2000 ans, la situation matérielle de l'homme s'est considérablement transformée. Je crois pouvoir dire que malgré tout, elle s'est quand même améliorée par rapport à ce qu'elle a pu être dans les siècles précédents, même si beaucoup de choses restent encore à faire aujourd'hui. Or, est-ce que l'on constate, et pour moi c'est la question fondamentale, est-ce que l'on constate une évolution corrélative du bonheur individuel? Est-ce que les gens sont plus heureux? Est-ce que les gens ont moins de problèmes? Est-ce que les gens se sentent mieux? On s'aperçoit au contraire que non seulement ils ne se sentent pas mieux, que ça ne s'améliore pas, mais que le malaise semble être de plus en plus grand. Alors, si le malaise est de plus en plus grand, alors même que les conditions de vie matérielles évoluent, eh bien alors, c'est que ce malaise a d'autres causes que les problèmes purement économiques, que c'est le problème du sens de la vie, que c'est le problème du sens de l'existence, que c'est le problème des grandes options fondamentales qui donnent une signification à l'existence. Vous avez parlé de la nouvelle droite que vous imposez, que vous souhaitez imposer, mais que sera cette nouvelle droite? D'abord, voulez-vous en faire un parti? Ou est-ce simplement une idée? Je ne sais pas si un jour elle deviendra un parti. Je crois que nous en sommes extrêmement loin. Je crois que les perspectives politiques pour les idées que j'essaye de lancer dans cet ouvrage sont nécessairement lointaines et peut-être que l'avenir me démentira, je le souhaite en tout cas, mais je crois qu'il faut être réaliste. Nous sommes actuellement dans un processus avec une idéologie dominante qui est une idéologie dominante égalitaire où l'égalitarisme triomphe dans à peu près tous les domaines et je crois que aussi longtemps que ce processus ne sera pas allé à son terme, on ne pourra pas mettre à l'ordre du jour la constitution d'une force politique qui se donnera des bases différentes. Je crois que c'est une perspective très lointaine. Je parle de parti politique parce que vous appartenez déjà à un groupe, le GRES, le groupe de recherche et d'études de la civilisation européenne. On pourrait penser que c'est une tendance occident, que c'est quelque chose de nouveau et qui est vraiment une formation de droite. Je ne suis pas l'un des dirigeants du GRES, donc je ne suis pas du tout habilité à parler au nom de cette organisation. Je voudrais simplement faire observer que c'est une organisation qui situe son activité uniquement et essentiellement sur le plan culturel, qui n'a jamais pris d'option politique, qui ne développe pas du tout son discours dans le domaine politique. C'est une organisation qui s'efforce de développer une certaine façon de voir le monde, qui est tout à fait au rebours de la façon développée par l'idéologie dominante, mais qui ne se confond en aucune manière avec des organisations comme celles que vous citez, et qui en tout cas récusent fondamentalement toute forme d'extrémisme. Mais vous savez, il faudrait peut-être expliquer pourquoi que lorsqu'on parle de la droite, on parle immédiatement de réaction, comme je le disais tout à l'heure, de conservatisme et parfois même de racisme. Je crois qu'il faut aller au-delà des mots. Nous vivons non seulement autant des étiquettes, mais autant des mots. Nous avons une pudeur extraordinaire, une sorte de gêne fantastique vis-à-vis des mots. On ne parle plus de concierge, on dit les gardiens, il n'y a plus de facteurs, il y a des préposés, il n'y a plus de coiffeurs, il y a des capilliculteurs, il n'y a plus vieillards, il y a le troisième âge, etc. Plus de paysans, des cultivateurs. Bien sûr, etc. Et on pourrait multiplier les exemples. Je crois que nous cachons les réalités à notre époque, exactement de la même manière que nous cachons la réalité essentielle, par exemple, qu'est la mort. Nous ne voyons plus de corbillards dans les rues. On fait comme si la mort n'existe pas. Et pourtant, chacun de nous mourra, et nous le savons, et nous sommes confrontés à cette idée en permanence. Je crois que c'est la même chose dans le domaine des idées. Je crois qu'il faut absolument en finir avec les procès d'intention, qu'il faut en finir avec l'attribution unilatérale des étiquettes disqualifiantes. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et je regrette de voir que nous sommes à une époque où ce qu'on dit compte moins que l'endroit d'où on le dit. Ça, je crois que c'est aussi un trait de notre époque. Êtes-vous à droite, je ne dis pas de droite, êtes-vous à droite comme l'étaient Maurras, Barrès, Céline, Drieux, Brasillac? Non, je n'ai jamais été maurassien. Il faut se méfier également des noms. Bien sûr, il faut se méfier des noms. Et rien ne m'est plus étranger que d'être maurassien, que d'être célinien, que d'être marxiste, c'est-à-dire d'être à la remorque d'une personne. Je crois que les personnes sont extrêmement importantes, bien sûr, et on sait le rôle des individus dans l'histoire, mais vouloir retrouver dans l'œuvre d'une personne une sorte de catéchisme, une sorte de Bible, c'est quelque chose qui m'est parfaitement étranger. Maurras, non, je n'ai jamais été maurassien. Il y a dans l'œuvre de Maurras des choses intéressantes, mais c'est une grande construction intellectuelle qui m'apparaît très artificielle à beaucoup d'endroits. Non, si vous m'aviez demandé de citer des noms d'hommes qui me paraissent importants, j'aurais cité des gens très différents, Monterland. Oui, dans une certaine mesure, des gens comme Monterland, mais aussi des gens comme Stéphane Lupasco, des gens comme Arthur Koestler.
des gens même comme Jacques Monod, des gens comme Louis Rougier, des gens comme Mishima, donc des gens qui proviennent de milieux et d'horizons politiques et philosophiques très différents, mais qui ont tous en commun une certaine sensibilité vis-à-vis des choses et un certain refus de se laisser enfermer dans les étiquettes. Vous auriez également cité les nouveaux philosophes. Êtes-vous proche d'eux? Bien, les nouveaux philosophes m'inspirent, disons, des sentiments très, très variés. Je suis touché par leur démarche dans la mesure où ce sont des gens de mon âge. Ils ont connu les mêmes choses que moi. Nous sommes passés par des expériences politiques qui parfois n'étaient pas très éloignées, même si nous n'avons pas suivi exactement le même itinéraire. C'est le réveil des hommes de 30 ans? C'est le réveil d'une génération qui n'est pas perdue, quoi qu'on en dise. Mais surtout, en ce qui concerne les nouveaux philosophes, d'abord, je crois que il y a chez eux des gens extrêmement différents. Ils ne sont unis actuellement que par une étiquette. Vous voyez qu'on y revient toujours. Ils sont unis par une certaine désillusion vis-à-vis du marxisme, mais rien d'autre. Et je crois que dans l'avenir, ils prendront des chemins très différents. Ce que je voudrais dire au sujet des nouveaux philosophes, c'est que il y a certainement dans leur discours des choses qui méritent de l'attention, mais il y a aussi, à mon avis, quelque chose d'extrêmement puéril. Ce sont des enfants perdus de la Révolution, ce sont des enfants perdus de mai 68. Ils sont aperçus que... Ils se sont peut-être retrouvés. Ils se sont retrouvés, mais en même temps, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas pu parvenir par leur voie propre à l'objectif qu'ils s'étaient donné. Ils sont aperçus que la révolution, ça ne venait pas, et que même en brûlant des voitures au quartier latin, ça n'arrivait pas. Et à ce moment-là, ils s'aperçoivent que le régime de Mao n'est pas non plus l'idéal, que chez Castro, on coupe de la canne à sucre, mais c'est pas la fin de l'existence, que les régimes socialistes de l'Est ne sont pas non plus ce qu'ils avaient espéré. Il y a une sorte de désillusion et une sorte de pessimisme radical qui me paraît extrêmement exagéré. Lorsqu'on voit par exemple le discours de gens comme Glucksmann, comme Bernard-Henri Lévy, dont j'entendais la radioscopie il n'y a pas encore très longtemps, quel est ce discours? Le discours, c'est le pouvoir est partout présent. On n'échappe pas au pouvoir. Le pouvoir est dans la langue, le pouvoir est dans les institutions, le pouvoir est dans toute organisation sociale, et le pouvoir c'est le mal. Alors on n'échappe pas au mal. Alors quoi? C'est un discours qui ne débouche absolument sur rien, sinon sur la drogue, le zen, le suicide, que sais-je, mais qui ne propose absolument rien. On ne peut pas à la fois considérer qu'il n'y a qu'un monde, que le monde est mauvais, et que quoi qu'on fasse, on n'y échappera pas. En certaines circonstances, en certaines années, la droite a été violente, et vous semblez combattre la violence. Je crois que la violence fait partie des pulsions humaines, qu'on ne la fera pas disparaître, et comme le disait si bien Spengler, le pacifisme restera toujours une idée alors que la violence restera une réalité. Mais ce qui est vrai, c'est que l'on peut endiguer la violence. Les éthologistes nous ont montré combien l'agressivité était inscrite dans le patrimoine de toutes les espèces vivantes et que dans une certaine mesure, être vivant, c'est aussi être violent, que sans cette espèce d'agressivité minimum, nous nous laisserions mourir en quelque sorte. Donc il y a une part bonne de la violence, mais nous savons aussi très bien comment la violence peut dégénérer et comment on peut arriver à des solutions, à des époques, à des régimes épouvantables. Alors il faut endiguer, il faut, comme disent les éthologistes, ritualiser cette violence. Mais précisément, comment peut-on la ritualiser si l'on détruit toute structure sociale, si l'on détruit tout pouvoir, si l'on détruit toute institution? Et d'abord, y a-t-il des sociétés qui peuvent vivre sans se donner des lois? Y a-t-il des sociétés qui peuvent vivre sans institutions, sans le minimum d'organisation qui permet à chacun de ne pas porter atteinte à la liberté de son voisin? Alain Benoît, comment recevez-vous cette phrase, ce conseil de Louis-Ferdinand Céline? Sachez avoir tort, le monde est rempli de gens qui ont raison. Et c'est ce qui m'écoeure, ajoutait-il. Je pense que Céline faisait allusion à des raisons qui n'en sont pas en quelque sorte, c'est-à-dire à des façons de penser qui ont pour elles l'apparence de la rationalité, mais qui en réalité aboutissent à des solutions détestables. Mais la droite est coupable, elle se terre, que la gauche parle. La gauche se répand. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que la gauche pourrait avoir des raisons, elle aussi, de se sentir coupable. Et on pourrait effectivement se poser la question, pourquoi est-ce que la gauche ne se sent pas coupable? Pourquoi est-ce que la gauche semble pouvoir considérer qu'on peut toujours être socialiste ou toujours être communiste après le stalinisme? C'est-à-dire qu'il y a eu des déviations par rapport à la doctrine et que ces déviations n'étaient pas inscrites dans la doctrine d'origine. Et pourquoi est-ce que ce qui est en face de la gauche ne pourrait pas considérer la même chose? Pourquoi est-ce que la droite ne pourrait pas elle aussi considérer que toutes les idées, même les meilleures, peuvent devenir folles? Je n'ai pas de réponse particulière à cette question. Je crois qu'il y a un climat général dans lequel il est plus facile d'être de gauche que d'être de droite. Mais vous êtes, vous, passionné de science-fiction, de fantastique. Vous avez retrouvé de la fiction, de la science et du fantastique dans l'étude des idées contemporaines?
Oui, parce que lorsqu'on lit l'événement au second niveau, il y a toujours un caractère profondément fantastique et profondément surréaliste, même je dirais, de la réalité. Mais disons que c'est là une lecture qui se fait au niveau de quelques esprits seulement. Mais on est bien obligé quand même de s'en tenir aux étiquettes pour justement les effacer, pour les gommer une fois et définitivement. Mais qui est aigri? Et combien de fois ne l'a-t-on pas écrit? Qui est aigri, l'homme de droite ou l'homme de gauche? Je ne se répartit pas de cette façon-là. L'homme de droite peut être aigri, bien sûr, de voir une société qui sans cesse remet en cause des vérités premières et qui propage des idées qu'il considère comme fausses, mais je crois que l'homme de gauche peut également être aigri d'avoir le pouvoir sur le plan de l'idéologie, de ne pas l'avoir sur le plan politique. Chaque famille de penser à de bonnes raisons d'être aigri. Ce qui est important, Alain Benoît, lorsque on a lu je dis Bible parce que c'est tellement important que je crois qu'on peut employer ce mot, on est content de s'apercevoir que vous n'êtes pas quand même un nostalgique attardé. Parce que c'est vrai, c'est encore une autre étiquette, on pourrait parler de nostalgie. Oui, alors je ne suis nostalgique de rien. Et vous savez, s'il y a des nostalgiques aujourd'hui, on peut être nostalgique je crois que la gauche est très nostalgique. Les nostalgiques de la Commune, les nostalgiques de la Révolution de 89, les nostalgiques de 1917, ma foi, cela abonde dans les rangs de la gauche. Moi, je ne suis nostalgique de rien. J'assume un héritage, c'est une chose très différente. Lorsqu'on se réclame d'une tradition, on se réclame, à mon avis, d'un contenant et pas d'un contenu. C'est-à-dire, je crois que c'est une idée fondamentale, une tradition, c'est quelque chose qui est fait pour être rénové, qui est fait pour être actualisé et qui perd toute signification dès l'instant que cela devient figé. Nous ne naissons pas sur Sirius, nous ne naissons pas dans l'abstrait. Nous naissons dans un peuple, dans une nation, dans une région, dans un environnement donné qui nous conditionne, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Et cet héritage, nous sommes obligés de l'assumer, que ce soit pour l'exploiter, pour l'encenser ou pour le rejeter. Je crois que l'héritage est fait pour être démêlé. Nous avons un héritage culturel, nous avons l'héritage d'une civilisation. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenir un état de choses antérieur, mais au contraire de chercher dans le passé ce qu'il y a de permanent, ce qu'il y a de toujours possible, ce qu'il y a de toujours actualisable. Pour citer Nietzsche, je dirais que l'homme qui a la mémoire la plus longue est aussi l'homme de l'avenir. C'est-à-dire que le passé le plus lointain inspire l'avenir le plus puissant. Vous êtes anti-marxiste et vous êtes Nietzschéen. Dans une certaine mesure, oui. Encore une fois, je ne suis pas un disciple de Nietzsche au sens strict. Je pense que c'est un homme qui a profondément marqué son époque, et plus encore peut-être la nôtre. André Malraux disait que le XXe siècle serait le siècle qui verrait l'affrontement décisif entre Nietzsche et Marx. Je crois que c'est là une phrase assez exacte. Vous lui prenez quelle vertu à Nietzsche? Je lui reconnais un mérite extraordinaire qui est celui d'avoir été l'un des premiers à déceler clairement la nature des tendances égalisatrices, c'est-à-dire de l'idéologie égalitaire. Nietzsche a eu le grand mérite de mettre au jour la nature de l'égalitarisme et d'en faire la généalogie, en quelque sorte, à une époque où les choses étaient beaucoup plus confuses qu'à l'heure actuelle. Dans cela, je crois que son discours est très valide pour l'époque actuelle. Mais en fait, vous revendiquez la révolte de l'artiste. Vous seriez l'homme révolté de Camus. Ce n'est pas seulement la révolte de l'artiste. C'est la révolte profonde de tout homme qui tend vers l'identité comme on tend vers la lumière. Nous sommes à une époque où l'anonymat est la règle, où la difficulté de communication est de plus en plus grande. Jamais on n'entend parler de solidarité humaine, jamais on n'a eu tellement le mot à la bouche d'humanité, et jamais les hommes ne sont sentis profondément seuls, plus profondément seuls. Ça, c'est une chose qui me frappe beaucoup. Et je crois que l'une des causes, ce n'est pas du tout le défaut de bien-être matériel, c'est essentiellement l'anonymat qui vient de l'éclatement des communautés organiques, qui fait que les hommes ne se reconnaissent plus dans la cité, et qu'ils n'ont plus de sentiment inné de solidarité vis-à-vis de leurs voisins. Alors maintenant, parlons d'une façon un peu personnelle. Nous avons évoqué les nouveaux philosophes, vous avez cité les noms d'André Glusman, de Bernard-Henri Lévy. Ils ont créé une école, et vous avez ce livre, Vue de droite, qui vient maintenant en librairie, et qui peut être peut-être le commencement d'une autre école. André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy sont connus, sont portés par la radio, la télévision, par la presse. Souhaitez-vous avoir cette notoriété pour imposer vos idées? Et pourquoi jusqu'à présent avez-vous été l'homme d'une chapelle? Je n'ai pas choisi d'être l'homme d'une chapelle. L'homme d'un silence.
Je n'ai pas été l'homme d'un silence. Je dirige une revue qui a généré en quelque sorte une école, et même une nouvelle école, c'est le titre même de cette revue, qui existe depuis 68. C'est d'ailleurs peut-être aussi un signe des temps, qu'en 68 on ait vu beaucoup de choses naître. Il est certain que du fait d'un climat dominant dans la société actuelle, certaines écoles de pensée sont plus facilement portées que d'autres. Donc je n'ai pas du tout choisi... Vous n'étiez pas du clan des intellectuels. Je n'étais pas du clan des intellectuels, ou plutôt j'étais une autre sorte d'intellectuel. J'étais l'intellectuel d'en face, celui dont on ne parle pas, celui à qui on répond sans le nommer. Et puis, petit à petit, on finit quand même par percer ce mur du silence, on finit par accéder à certains moyens d'information, et je souhaite bien sûr que la chose se développe, non pas par vanité personnelle, mais parce que si on ne souhaite pas avoir accès aux moyens d'information, à ce moment-là, on ne sort pas de chez soi, n'est-ce pas ? Je n'ai donc pas choisi du tout d'être dans une chapelle, mais je pense que il y a actuellement un travail qui n'est peut-être pas très visible, qui n'est peut-être pas très perceptible, mais qui se fait déjà dans l'esprit de beaucoup de gens, dans l'esprit de beaucoup d'écrivains, dans l'esprit de beaucoup de chercheurs. Une renaissance ? Une renaissance dans une certaine mesure, oui. Une renaissance, puisque toutes les renaissances se font en réaction contre une scolastique. Alors, il y a eu la gauche, il y a la gauche. Vous pensez déjà, vous, à l'après-gauche ? Et peut-être même à l'après-droite ? Je pense au dépassement des vieilles formules. Oui. On est dans une société, vous savez, c'est comme les gens qui tirent sur une corde. Alors, d'un côté, il y en a qui tirent dans un sens, de l'autre, il y en a qui tirent dans un autre. Ça donne aux élections 49%, 51%. J'essaye de savoir si tirer sur la corde, c'est vraiment le meilleur moyen de donner un sens à son existence. On pourrait penser qu'il faut maintenir les valeurs. S'il fallait les maintenir, ce que vous souhaitez sans aucun doute, ce serait quelles valeurs ? Il faut chercher surtout à les définir. Il faut chercher des valeurs qui ne soient pas des valeurs figées, et il ne faut pas non plus refuser les valeurs. Pendant très longtemps, les hommes ont cru que les valeurs leur étaient données d'une façon quasi métaphysique. Le problème de la remise en cause de ces valeurs ne se posait pas. Nietzsche a dit Dieu est mort, et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire simplement que Dieu est mort dès l'instant où quelqu'un peut dire Dieu est mort, c'est-à-dire où l'absolu n'apparaît plus comme absolu, et où ce qui allait de soi ne va plus de soi. Je crois que nous sommes en un temps où nous sommes à la fois conscients de la relativité des valeurs, du fait que les valeurs sont effectivement des conventions, que les valeurs sont effectivement créées par l'homme, mais que l'homme ne peut pas vivre sans valeurs. Et le défi qui nous est lancé, le défi que nous nous sommes nous-mêmes lancés et auquel nous sommes actuellement confrontés, c'est de savoir si nous serons capables de créer nous-mêmes des valeurs consciemment, de les créer comme telles, comme notre propre création, avec suffisamment de puissance pour que les choses redeviennent naturelles et qu'il puisse établir un consensus entre ceux qui les reconnaîtront. Mais vous avez vous-même votre réserve de valeurs. Bien sûr, j'ai une réserve de valeurs. Vous voulez imposer lesquelles ? Je ne veux imposer aucune valeur. Vous vous imposez quand même une discipline. Je m'en impose à moi-même, et je crois d'ailleurs qu'on ne peut pas imposer à qui que ce soit si on ne s'impose pas d'abord à soi-même. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de recréer les valeurs et les normes sur lesquelles aucune société n'a jamais pu exister en dehors de la prise de conscience de l'héritage, c'est-à-dire en dehors de la prise de conscience de ce dont nous provenons. Nous nous incluons, nous sommes l'aboutissement d'un devenir historique qui est le développement de la culture européenne, disons pour parler d'une façon simple, cette culture européenne sous des formes éminemment diverses et non figées a transmis un certain nombre d'attitudes devant la vie. Eh bien je crois que ces attitudes doivent être reprises. Et pour en donner un exemple simple, je parlais tout à l'heure de cette démonie de l'économie et du social qui est l'une des grandes contre-valeurs de notre temps. Eh bien, je crois qu'il faut en finir avec cette attitude qui consiste à croire que les choses seront réglées dans la mesure où les gens auront un plus grand pouvoir d'achat. Ce n'est pas vrai. Les gens, à ce moment-là, en voudront simplement un encore plus grand. Et lorsque l'on a un frigidaire, on veut 2 frigidaires, et puis 3, et puis 4. Et les problèmes ne sont absolument pas réglés. Les problèmes sont tout à fait ailleurs. Et je crois qu'ils ne peuvent être que dans une approche éthique de la vie, dans une autre façon de voir le monde. C'est cette façon de voir le monde que j'essaie d'exposer dans mon livre. Vous appelez ça une élégance des choses ? J'appelle ça la recherche d'un certain style. C'est la même chose ? Dans une certaine manière, oui. La droite a-t-elle une doctrine ou religieuse ou monarchiste ou nationaliste ? Encore les mots. Mais les mots expliquent la chose. Il y a les tenants de telle ou telle doctrine, mais je crois que le problème n'est pas là. Nous savons très bien que sous un mot, sous un vocable désignant une réalité politique, prenez par exemple le mot de démocratie, on peut abriter les choses les plus différentes. Donc encore une fois, j'essaye d'aller au-delà des mots. Dans mon livre, je passe en revue des domaines concrets, les domaines de la biologie, les domaines de la pédagogie, le domaine de la sociologie, le domaine de l'histoire, les domaines de la société actuelle, de la crise de l'Église, les domaines
de l'écologie, du féminisme, de tous ces problèmes-là, et j'essaye là aussi de gratter derrière l'étiquette, de gratter au-delà de cette chose dont nos contemporains semblent se satisfaire, à un point qui me paraît extrêmement inquiétant, parce que dans une certaine mesure, il peut alimenter une passion totalitaire. Ce que vous avez dit dès le départ me paraît important. Être de droite, pour ce qui vous concerne et pour ce qui concerne beaucoup de gens, est encore le moyen et le meilleur moyen d'être ailleurs. Mais cet ailleurs sera-t-il fixé ? Ou est-il tout à fait Je ne sais pas s'il est fixé, mais je crois qu'il est important, et pour moi c'est véritablement l'échéance des années qui viennent, il est important qu'on prenne de la distance par rapport au jeu. Plus que la distinction entre droite et gauche traditionnelle, ce qui me paraît important, ce sont ceux qui refusent la distribution des cartes actuelles. Enfin, aux intellectuels de gauche, vous opposez une intelligence de droite. C'est encore une séparation terrible. C'est une formule. Oui, mais elle existe. Bien sûr, elle existe. Et vous souhaitez, je crois que vous la posiez. De même que l'Église a prétendu, bien à tort, détenir le monopole du sacré à une époque, la gauche a prétendu détenir le monopole de l'intelligence. Et on s'aperçoit en réalité que non seulement elle ne le détient pas, mais qu'elle refuse la confrontation. Je suis très frappé, par exemple, du fait que les grands débats tendent à disparaître à un point extrême à notre époque. Regardez ce qui se passait encore dans les années 50, à une époque où pourtant, ou peut-être à cause de cela, sévissait la guerre froide. Il y avait des débats fantastiques entre Sartre, entre Merleau-Ponty, Koestler, etc. Aujourd'hui, il y a une chape de plomb qui descend sur l'intelligence française. Il se crée une France byzantine, et cela, c'est l'état de choses qui règne dans un pays occupé. Chaque homme croit avoir raison. Oui, c'est un penchant naturel de l'esprit humain. Mais il y a une différence très grande entre croire que l'on a raison, ce qui est tout à fait légitime. Si on ne croit pas à ce que l'on dit, à ce moment-là, il faut se taire. Mais admettre aussi la possibilité que d'autres puissent avoir quelque chose à dire. Il y a également cette distinction que vous faisiez au commencement de cette conversation. On peut être à droite sans être de droite. C'est-à-dire la nouvelle droite. C'est-à-dire qu'on peut s'opposer à ce qui est actuellement sur le haut du pavé, la gauche et l'extrême gauche, sans pour autant s'identifier ou s'assimiler à ce qu'était la droite dans le passé. Oui, ça me paraît une évidence. Alain Benoît, estimez-vous en ce moment que le monde est tragique, que sa structure intime, mais le monde est toujours tragique. Le monde est toujours tragique. Il a toujours été tragique. Il a toujours été tragique. Il le sera toujours. Il le sera toujours, bien sûr. Sans ça, l'histoire serait finie. Non, c'est pas désespérant, c'est au contraire extrêmement stimulant. Qu'est-ce que c'est que vivre, c'est de confronter un certain nombre de défis. Le drame qui nous guette, ce ne sont pas ces risques. Si on veut éliminer le risque, on élimine les choix, on élimine le défi, mais on s'élimine soi-même. Ce qui me paraît très grave, c'est qu'on ne veuille plus relever le défi. On ne veut plus relever le défi de la modernité. On dit « je veux descendre en marche ». Eh bien, on ne descend pas en marche du train de l'histoire. On ne revient pas en arrière, on ne nie pas la modernité, on ne nie pas les développements techniques, on ne retourne pas sur le Larzac pour traire les chèvres et filer le rouet, encore que ça puisse être très sympathique, par période intermittente. Il faut assumer les défis que l'on sait soi-même lancer, sinon on sort de l'histoire, et sortir de l'histoire, c'est le sort et le destin des peuples soumis. Mais vous ne pensez pas, Alain Benoît, que nous sommes donc condamnés au pire, puisque la politique n'est pas un rapport d'intelligence, mais plutôt un rapport de force? La politique a toujours été un rapport de force, mais c'est justement pour cela que l'homme a créé tous ces parapets, tous ces garde-fous, que sont les libres confrontations, que sont les débats, que sont les institutions, etc. Vous posez la question aussi, l'homme n'est-il qu'un animal? L'homme est un animal, mais il n'est pas qu'un animal. Un animal partisan. Il est un animal partisan, c'est-à-dire que l'homme est un vivant, il est un primate, il est un mammifère, et il partage avec les primates et les mammifères dont il est issu un certain nombre de caractéristiques. Mais je ne tombe à aucun moment dans une sorte de matérialisme biologique qui consisterait à tout ramener à la biologie. Au contraire, je crois qu'il y a un niveau spécifiquement humain, qui est le niveau de la conscience historique, qui est le fait que l'homme historicise son devenir, qu'il historicise son action, qu'il met les choses en perspective, et que c'est cela qui fait sa grandeur. Et par le même fait qui fait sa limite. Et on retombe là sur la tragédie, car dans une tragédie, toute grandeur est liée à une limite. Alain Benoît, vous faites également une constatation. Le thème du retour à la nature est passé de la droite à la gauche. Oui, c'est un fait. Car c'est vrai, Maurras parlait comme on parle aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il y a eu avant la guerre des mouvements plus ou moins droitiers, très régionalistes, qui luttaient contre l'industrialisation, qui voulaient en revenir à une vie agricole, agreste et paysanne. Et très curieusement, ce thème est passé à gauche. Je crois que l'écologisme actuel est le type même de l'idéologie équivoque. C'est-à-dire qu'il contient, comme toutes les idéologies d'ailleurs, une part de vérité qui est évidente, c'est-à-dire que la terre étant notre propriété, nous ne devons pas gâcher notre propriété, nous devons chercher à polluer le moins possible et nous devons chercher à ce que ce patrimoine qui est collectivement le nôtre puisse être transmis à nos descendants dans le meilleur état possible. Mais cela, c'est une chose très différente de ce que j'appellerais l'écologisme, comme distinct de l'écologie, c'est-à-dire ce désir rousseauiste de croire que la société nous a aliénés, que l'homme est naturellement bon, et qu'en niant ce qui est le produit de la société, c'est-à-dire en dernière analyse notre produit, eh bien nous reviendrons à un âge idyllique, un âge d'or. Il n'y a pas d'âge d'or. Il y en a peut-être un dans le futur, je n'en sais rien, il n'y en a certainement pas dans le passé. Vous croyez à la fin du monde ? Je ne peux pas y croire. Pourquoi êtes-vous à ce point affirmatif ? Oui, parce que le monde, pourquoi voulez-vous qu'il finisse ? Vous posez la D'abord, question, c'est un anthropomorphisme extraordinaire. Je crois que le monde pourrait très bien se passer de nous. Le monde n'a pas besoin de nous pour exister. Et il y a tout lieu de penser qu'il continuera. Le problème, c'est de savoir s'il continuera avec nous ou sans nous. Et le problème est de savoir s'il continuera selon notre loi ou en dehors de la nôtre. Bien évidemment, Alain de Benoît, nous aurions pu aborder cette somme de travail, cette Bible, d'une toute autre manière, parce que d'autres éléments sont en jeu. Nous aurions pu parler du Nord et du Sud, nous aurions pu parler de l'Occitanie et de ce que vous appelez la permanence des très anciennes frontières. Ça me paraît très intéressant et très important. Je crois que tout ce qui va dans le sens de l'enracinement, tout ce qui va dans le sens d'une claire perception de notre identité, de ce dont nous provenons et par conséquent de là où nous allons, a aujourd'hui une très grande importance. Vous parlez également du modèle chinois. Oui, c'est dans un contexte très particulier, qui est le problème du rapport de force actuel. C'est une constatation qui n'est d'ailleurs pas très originale que de constater que notre continent est actuellement bloqué. Là aussi, on retrouve le modèle au plan mondial d'une société bloquée entre les États-Unis et l'URSS. Et ce qui m'a paru très intéressant dans la politique chinoise de ces dernières années, et c'est en ce sens qu'on peut parler, mais dans ce sens seulement, d'un modèle chinois, c'était la tentative de défaire cette double étreinte qui pèse sur notre culture. J'ai cru comprendre, Alain de Benoît, que peu importe les résultats des élections de 1978, peu importe que ce soit la gauche qui gagne, que la majorité reste... Non, je ne dis pas que ça n'a aucune importance. Je dis que ça ne résoudra pas nécessairement les véritables problèmes. Mais vous voterez pour qui ? Une certaine nuance. Vous qui avez écrit Vue de droite et qui vous dites homme de droite ou homme à droite. Je ne le sais pas encore. Vous voterez ? Je voterai certainement. Merci Alain de Benoît. France Inter, bientôt 18h. J'ai accueilli aujourd'hui Alain de Benoît et nous avons parlé de cette somme, de ce travail, de ce livre Vue de droite qui paraît aux éditions Copernic. C'est un livre un peu cher, mais un livre qu'il faut avoir lu. Je dis un peu cher parce que c'est vrai. C'est l'analyse de 1000 livres. C'est vrai, c'est l'analyse. Mais c'est une Bible. Voilà. Demain, Radioscopie, Jacques Chancel en direct de Strasbourg. Je recevrai Germain Muller, qui est un chantre du renouveau culturel alsacien, ce qui doit vous passionner, Alain de Benoît. Nous serons donc en direct de Strasbourg. À demain, bonsoir.